Bonjour, c'est Macadébaran, je suis avec Philippe Brunel, donc l'auteur du DVD Le diable et les chercheurs. Donc bonjour à toi. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un petit peu revenir sur ton parcours. Donc tu es issu du monde en fait cinématographique. Qu'est-ce que tu as pu faire un peu au début, avant ce DVD, avant ta quête de Rennes-le-Château? Alors en fait, je suis un passionné d'audiovisuel et c'est vrai que j'ai fait des courts-métrages en vidéo dès l'âge de 18 ans, donc ça fait presque 30 ans que je suis dans la vidéo. Et je me suis naturellement tourné vers un métier similaire, et après avoir fait pas mal de films institutionnels et événementiels, j'ai été sur les plateaux de tournage où j'ai fait du making-of, c'est-à-dire en fait des documentaires sur la réalisation des films, et j'ai interviewé les comédiens, et j'ai eu la chance de travailler des fois avec des cinéastes connus comme Luc Besson ou Michel Hazanavicius. Et après ça, j'ai pu réaliser le documentaire L'abbé, le diable et les chercheurs. Tu as mis combien de temps à le faire? C'est un projet aussi participatif. J'ai mis des années à le faire parce qu'en fait, un documentaire sur l'affaire de Rennes-le-Château, c'est très compliqué. Parce que notre vision sur l'affaire évolue en même temps qu'on essaye de monter le projet. Et c'est aussi un projet où j'étais plutôt seul. Et comme j'ai la chance d'être caméraman, je savais faire des prises de vue tout seul, je savais prendre le son tout seul. Donc j'y suis allé comme ça. Je suis allé voir les gens et j'ai commencé à le faire. Mais ça prend du temps, parce que je faisais ce documentaire sur... entre deux piges d'intermittents, pendant les vacances, etc. Oui. Alors on t'entend un peu dessus, parce qu'il y a une voix off donc, de Frédéric Blin, on t'entend juste sur quelques questions en fait, mais tu t'occupes de toute la partie, on va dire, film. Alors, oui, la voix off en fait, c'est ma voix indirecte, hein. C'est-à-dire c'est le texte que j'écris et que je fais dire par une voix off, parce que c'est beaucoup plus agréable d'entendre une voix professionnelle qui pose le texte, qui articule excellemment bien, et qui donne tout de suite un côté professionnel et cinématographique à l'ensemble. D'accord. Alors dans le DVD, on rentre de suite dans le vif du sujet, avec les grottes, justement, et ça rappelle un peu les recherches qui avaient été faites aussi dans les grottes du Sabartès, avec par exemple Tonagada, et là c'est Jean-Michel Pousse en fait qui commence au tout début du documentaire avec les grottes et les recherches qu'il peut y avoir justement dans des trésors. Quel est ton avis sur cette recherche en fait qui a eu lieu dans les grottes avoisinantes et tout ce coin justement, et même Birache et tout ça? La région est extrêmement riche en histoire. Et les traces historiques sont très 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 nombreuses. Et si on prend une grotte au hasard, il y a de grandes chances pour qu'on tombe sur quelque chose de curieux ou d'intéressant. Loin de moi d'assister au pillage archéologique, mais dans ce pays, derrière n'importe quelle souche d'arbre, derrière n'importe quel rocher, on peut tomber sur quelque chose d'historique. Donc c'est un pays qui est très riche. Alors ensuite, la quête des chercheurs, ça c'est une autre histoire. Pourquoi tel chercheur de trésors ou de vérité va aller dans telle grotte, ça c'est propre à chaque chercheur. Ce qui était voulu avec Jean-Michel, c'était de montrer ce qu'ont fait la plupart des chercheurs dans le château, sur le terrain. Travail de terrain. Et il fallait l'illustrer, et pour ça, il est très connu pour ça. Était parfait. Ouais. Moi, j'avais été à la grotte de la cathédrale, donc qui est très difficile d'accès aussi. Il y a des choses aussi intéressantes là-bas. Mais cette grotte, en fait, que Jean-Michel nous montre, il me disait, ça va intriguer beaucoup de chercheurs parce qu'elle est très peu connue. Mais elle n'est pas particulièrement intéressante pour notre énigme. Elle se situe juste à la sortie de Rennes-les-Bains. Elle est plutôt bien cachée.
Et c'est vrai qu'elle est quand même assez grande. Enfin, c'est pas une petite grotte. Donc voilà. Aussi pour ce DVD, c'est le film de Georges Combe qui t'a inspiré, du trésor au vertige. Qu'est-ce qui t'a plu en fait à ce moment-là? C'était à peu près au moment de 2012, c'est ça? Je trouve que Du Trésor au Vertige est un excellent film. Georges Combe est un excellent réalisateur. Et ce film, il nous emmène, littéralement. Et en plus, Georges Combe explore des thématiques qui ont été très très peu explorées. Et vraiment, son film m'a marqué. Et quand j'ai vu visuellement Bucharest, et qu'en même temps, dans le film, on racontait les légendes autour de Bucharest, il parlait de Jules Verne, etc. Quand j'ai vu Paul Pérélos, ça m'a donné envie de venir voir, d'être sur place pour voir ces lieux. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai débarqué, curieusement, en 2012, pour la fin du monde, qui avait lieu... Le 21 décembre. Oui, quelque chose comme ça. C'est ça. Et je suis arrivé au petit village de Bucharest, où gentiment les policiers m'ont laissé passer comme des centaines d'autres personnes et assister à cette non-fin du monde. Et ça s'est terminé autour d'un apéritif dans des verres en plastique à boire de la blanquette de Limoux. C'était très sympathique et c'était extrêmement curieux en même temps. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ta passion pour le Razès, c'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans le Razès. Et du coup, j'ai voulu continuer, j'ai voulu comprendre, parce que moi ça m'intéresse. Je me suis dit, tiens, pourquoi on parle autant de Bucharest en 2012? Ça me paraît curieux, et j'ai essayé de comprendre. Et c'est là que je me suis dit, quand même, sans Rennes-le-Château, peut-être qu'on n'aurait pas parlé autant de Bucharest, parce que... Bien sûr. L'un des on n'en parlait pas avant d'ailleurs de Bucharest. Voilà. Pour les anciens, c'était la montagne au fait. C'était quelque chose qui était mythologique. Quand j'ai lu quelque part qu'Henri Bution avait des amis ufologues, qui notamment avaient, il me semble, observé des apparitions d'ovnis autour de Bucharest, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. À l'époque de Jimmy Dieu? Peut-être. Parce que c'est les années 70. Peut-être. Et la deuxième chose, après, c'est un peu plus tard, j'ai réalisé que Elisabeth Van Buren avait sans doute joué un rôle dans cette sorte de publicité autour de Bucharest, puisqu'elle a écrit un livre. Elle voulait l'acheter. Elle voulait acheter le Bucharest, qui s'appelait Une histoire d'apocalypse, c'est ça. Et là, déjà, on est dans les années 80, et c'est vrai que... Je pense qu'en fait, le fait d'avoir mis un projecteur sur le Bucharest, et notamment dans la littérature anglaise, puisqu'en fait ces livres étaient aussi écrits en anglais, ça a donné une sorte de visibilité en dehors de la France au Bucharest, et que c'est resté dans des courants New Age, et avec Internet, ça a traversé un peu le temps. Et Bucharest est resté parmi ces montagnes un peu sacrées. Et surtout, ce qu'elle a fait, cette fontaine aux 4 lions très énigmatique, il y a une tour qui semble sortir de Delphes, et ça c'était en 83, je crois qu'elle a fait ça. Et c'est très bizarre, même le bois est en forme, il a une forme particulière qui est à côté. Qu'est-ce que tu penses de cette fontaine ? Ce qu'elle aurait pu vouloir dire, ou symbolique. C'est un lieu que... moi je l'appelle le champ d'Elisabeth Van Buren, parce que c'est un lieu qui n'a pas vraiment de nom, je ne connais pas son nom officiel. J'aime beaucoup ce lieu, qui est très paisible, et qui en fait est un peu... comment dire, c'est comme un espèce de tableau un peu poétique, et c'est vrai que c'est un lieu qui est curieux, et il n'y a pas vraiment d'explication. C'est un ancien moulin, il a été transformé en tour. Les arbres, effectivement, sont plantés en V. Ouais, en V, c'est ça. Même les terrains sont de propriétaires, ce sont des familles américaines qui possèdent les lieux. C'est possible. Et c'est un lieu qui est particulier.
mais je ne saurais pas. Et puis surtout, il y a un panorama qui est magnifique. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, là-dessus, c'est difficile de... Enfin, ça fait partie de ces... Des mystères, ouais. Oui, de plus. ça fait partie de ces lieux comme ça qui ont été sanctuarisés ou réenchantés, oui. ou je sais pas. Et il y en a beaucoup dans la région, et ça fait partie du charme, ça fait partie du tout, en fait. Ouais. Alors, le point de départ, en fait, de l'affaire, c'est donc le 12 janvier 1956, avec Albert Salomon, qui écrit dans la Dépêche, qui était écrit pour la Dépêche, qui écrit cet fameux article sur le curé au milliard. Donc là, cette affaire a commencé, et suivi après par les chercheurs de trésors véritablement, là où même Robert Charroux, le Club des chercheurs, Yvette Charroux, et d'autres qui sont venus, qui ont presque découvert, et surtout tout le récit de Noël Corbu. Alors, est-ce que tu peux nous relater ce qui s'est passé à l'époque? Donc c'est tout ce récit-là. Ce qui s'est probablement passé, c'est que Noël Corbu a fait de la publicité pour son hôtel-restaurant. Il a même enregistré une bande. Et cette publicité, c'était un ensemble, un amalgame de légendes. Et qu'il a... Je ne sais pas trop comment il a créé ça, en fait. Mais déjà, on parlait de Blanche de Castille, on parle de trésors. Donc on voit bien qu'il y a des éléments comme ça qu'on va retrouver dans ce que j'appelle la quête de Rennes-le-Château, qui vont revenir en boucle encore et encore. Et ça reste quand même quelque chose de mystérieux, le rôle de Noël Corbu. Officiellement, Noël Corbu, il est à Bucarache et il cherche... c'est un homme d'affaires. Voilà, ouais. C'est un homme d'affaires et il a envie, il cherche... c'est un entrepreneur en fait, et il a vu un potentiel inexploité. Donc il s'est dit, mais ça c'est un lieu qui pourrait faire un hôtel-restaurant. Après il fallait faire venir les clients parce que c'était un petit village tout pauvre. Donc bien sûr. Voilà, après le reste, je sais pas. Il a monté en épingle en fait une affaire, mais par contre les premiers chercheurs étaient vraiment des véritables chercheurs de trésors, au tout début, donc dans les années 50-60. Après, le côté plus ésotérique, énigmatique, avec Holy Blood, Holy Grail, avec l'énigme sacrée, avec De Sède, est venu, et puis tout ce qui était lié à Plantard et le prix Érection. Mais au tout départ, c'était une affaire plutôt monétaire, finalement, au tout début. La question se pose, parce qu'aujourd'hui, on manque encore d'éléments. Si on se dit qu'aujourd'hui, l'affaire a été montée, entre guillemets, parce que tout ça, il faudrait utiliser les termes exacts, et je pense que là-dessus, je ne les ai pas. Donc, si le livre qui a vraiment généré des passions ou des curiosités, si c'est L'Or de Rennes, et si L'Or de Rennes a été écrit, semble-t-il, par Pierre Plantard, oui, et Gérard de Sède, et aussi un Fifi de Chérizet, qui avait les documents initiaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un dossier ou un ensemble de documents. D'où viennent ces documents? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est une question qui passionne encore beaucoup de chercheurs de Rennes-le-Château et qui vraiment reste une partie... Enfin, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Peut-être de sociétés ésotériques anciennes, comme la Société du Brouillard, ou toutes ces sociétés qui étaient là à l'époque, où à l'époque, il y avait même les Polaires, par exemple, mais elles étaient plus du côté de Montségur. Mais il y a toujours eu ces sociétés... Je ne pense pas. Je pense que l'abbé Boudet avait des documents qui ont été récupérés et que Pierre Plantard a fini par récupérer. Là-dessus, il y a des pistes. Mais alors après, oui, l'abbé Boudet, est-ce qu'il avait des documents d'une autre société? Ça peut-être, pourquoi pas. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit justement, très justement, Gino Sandry, quand il évoque le fait que tous ces documents peuvent être des manuscrits initiatiques en langue des oiseaux. Qu'en fait, il y a peut-être une mystification Plantard, mais en fait derrière il y a tout un code
y a tout un langage codé, peut-être justement qui rejoint celui de Boudet avec la langue celtique d'une autre façon. C'est possible. Ouais. Donc il y a plein de mystères liés à ça. Et aussi dans ce documentaire, Gino Sandri dit quand est arrivé aussi Plantard à Rennes-le-Château. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de son travail et par rapport justement aux prières de Sion, ton avis à toi? Enfin, Gino Sandri a très bien connu Pierre Plantard. Bien sûr. C'est ce qu'il travaillait pour lui. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Il ne travaille. Alors, on va pas dire qu'il travaillait pour lui. C'était plus non, c'était un rapport amical. Hein. Oui. Après, sur la venue de Pierre Plantard, là-dessus, moi, je n'ai aucune information. Gino Sandri. C'est Gino Sandri qui a les informations. Donc oui. il faut être à l'écoute de ce qu'il dit. Et après, certains seront d'accord, certains ne seront pas d'accord, mais là-dessus, moi, j'ai pas, enfin, je n'ai pas d'avis. J'entends ce que Gino. Par contre, j'ai confiance en Gino Sandri. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est très étonnant. Donc oui, dans les grandes lignes, Pierre Plantard avait un grand-père qui était en communication, qui était en correspondance avec la Bessonnière. Et quand Marie Desnarnaud a voulu recontacter le grand-père de mémoire de Pierre Plantard, je crois que c'est ça, celui-ci n'étant plus là, c'est Pierre Plantard qui est venu à Rennes-le-Château bien avant les années 50. À l'époque, il s'appelait Pierre de France, peut-être, Nouvelle Chevalerie. Enfin, c'est bien avant, mais... ça, je ne sais pas. Ouais. J'aurais tendance à dire que c'était plutôt son nom de plume. Oui. Non, pour moi, c'était Pierre Plantard. Ouais. Et après, voilà. Après, il était joueur, hein, quand même, Pierre Plantard. Hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Joueur, mais sans trop d'humour. Enfin, joueur sur le papier. C'est Chérizet plutôt qui était plutôt dans la pataphysique et plutôt dans l'humour, finalement. Oui, non, mais quand je dis joueur, ce que je veux dire, c'est que... il instrumentalise un peu. Il faut beaucoup de chercheurs aussi. Ouais. Après, c'est ce que tu expliques dans le DVD. Beaucoup ont été... Alors là, j'en suis quasiment certain, c'est qu'effectivement, Pierre Plantard a instrumentalisé des auteurs. Il avait une certaine vision de l'histoire et il a énormément incité les auteurs à aller dans le sens de l'histoire auquel il pensait. Et encore récemment, j'ai retrouvé, d'ailleurs grâce à Gino Sandri, un livre qui parle c'est quelqu'un qui a eu un contact avec Pierre Plantard à la fin des années 70, et Pierre Plantard lui dit je souhaite que vous... Enfin, il souhaitait que cet auteur parle... Alors, si je me souviens bien, c'est le Graal qui coule dans les veines des descendants des Mérovingiens. Et là, c'est intéressant parce qu'on est 3 ans avant la sortie de l'Énigme sacrée. Ouais. Donc, déjà en 79, cette idée était présente selon l'auteur de ce livre, bien sûr. Tout ça resterait à prouver, puisque on n'était pas là, on n'a pas d'enregistrement, on n'a pas de preuves, etc. Mais cet auteur me semble fiable et j'étais très surpris. Je me suis dit, ah tiens, on retourne encore une fois sur ces histoires de Graal, de Marie-Madeleine, de Jésus. C'est intéressant. Oui, parce qu'il avait instrumentalisé Jean-Pierre Deloux, Bretigny, Vazard, Lincoln, enfin plein d'auteurs en fait. Tu as été un peu... Probablement. Jean-Michel Thibault. Jean-Michel Thibault, c'est possible, puisqu'il y a une grande... Enfin, quand on relit les livres de Jean-Michel Thibault, on se dit, mais où est-ce qu'il allait chercher tout ça? C'est vrai que c'est très, entre guillemets, plantardien, si je peux me permettre. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je disais que Gino Sandri, derrière, il y a tout ce côté ésotérique, justement, proche presque des fois des Rose-Croix ou ce genre de choses. Sans que j'évoquais tout à l'heure que mon grand-père qui était à la mort, qu'en fait, travaillait avec Gino Sandri à l'époque, sur du travail géophysique, géobiologique et tout ça. Donc derrière, il a des codes, en fait. C'est comme s'il faisait
un puzzle et puis donne des petites informations, mais codées. Et peut-être que les chercheurs ne se rendent pas compte, et après le puzzle il les donne à chacun, et en fait chacun c'est peut-être un petit puzzle. Comme une énigme. C'est possible, mais la question c'est pourquoi par petits morceaux, pourquoi coder, pourquoi on ne peut pas y accéder directement. Et ça c'est une bonne question. Mais je n'ai pas la réponse. Ben, il y a plein de codes comme ça, comme j'évoquais tout à l'heure, le MIXC, qui se trouve justement à l'église de Sougraigne, ça veut dire 1990 en fait, et il y a plein de petits codes comme ça, comme des boîtes gigones en fait. Alors ce qui est curieux dans la région... Un inversé aussi, dont parle Jean-Patrick Montal. Ce qui est curieux dans cette région, c'est qu'il y a énormément d'églises qui ont des éléments dans leur décoration qui vraiment interpellent, qui sont hors normes, voire des fois pas canoniques. Et c'est vrai que c'est curieux. Et alors quelquefois, ça me semble très alchimique. Oui. Mais il y en a beaucoup, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et ça me fascine. À chaque fois, je me dis comment c'est possible que toutes ces petites églises ou ces chapelles, ou que ce soit des croix ou quoi que ce soit. C'est très bizarre cette église. Alors peut-être que plus on cherche, plus on trouve. Hein, c'est peut-être tout simple. Tête de mort, l'air de la chimie là. Mais il y a vraiment, vraiment des choses. Et à chaque fois que je visite une petite église dans l'Aude, à chaque fois que je trouve quelque chose, je me dis, c'est curieux, ça c'est vraiment curieux, ça je ne l'ai jamais vu ailleurs. Pourquoi un exemple, enfin, peut-être que quelqu'un aura une explication logique, mais dans l'église de Bugarache, il y a une représentation de l'agneau de l'Apocalypse. Eh bien, autour de l'autel, il y a 2 agneaux de l'Apocalypse. Il y a 2 Graals aussi, en face. Et il y a 2 calices. Est-ce que c'est le Graal? Ça c'est une bonne question. Et ça, c'est curieux. Pourquoi 2? En miroir. En miroir. Langue des oiseaux. On revient à la langue des oiseaux, le N inversé, Et je trouve que du miroir. À chaque fois qu'on visite une église, à chaque fois on voit quelque chose de nouveau et on se dit tiens, c'est incroyable, pourquoi ils ont fait ça? Et ailleurs, on ne le verra pas. Très très curieux. Ben, il y a plein de choses très bizarres, déjà, même dans l'église de Rennes-le-Château, tous les tableaux sous l'égide de Saunière, en fait, il y a beaucoup de messages, hein. Par exemple la mise, le tombeau de Jésus la nuit, en pleine nuit. Je veux dire... non, chemin de croix. Ouais. Alors ça, je ne m'y aventurerai pas du tout, parce qu'en fait, ça a pu être repeint. D'accord. Donc, et peut-être par Henri Bution, ou peut-être pas, hein, mais c'est vrai que de mémoire, quelqu'un avait vu Henri Bution repeindre le chemin de croix. Ouais. Donc il y a des choses qui ont été transformées, il y a beaucoup de choses qui ont été transformées dans l'église de Rennes-le-Château. Et par exemple, quand je questionnais Jean-Pierre Monteil à propos des statues qui formaient le mot Graal dans l'église de Rennes-le-Château. Voilà. Et Jean-Pierre me disait, mais les choses ont tellement changé dans l'église, comment savoir que ça n'a pas été modifié? Donc, voilà. Jean-Pierre Monteil, c'était le 2e auteur à avoir écrit après De Sède, en 74, justement, le nouveau Trésor de Rennes-le-Château. C'est ça. Voilà. Je précise. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça qui ont été refaites. Alors tout n'a pas été refait, tout n'a pas été repeint évidemment, mais il faut toujours garder une réserve et ne pas trop. Enfin, il faut être prudent. En fait, il faut avancer prudemment. Et puis il faut avoir une vision d'ensemble sur l'affaire de Rennes-le-Château. Ouais. Il faut pas, à un moment donné, on est tenté de s'engouffrer dans quelque chose qui nous plaît et on va se dire je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est un trafic de messe. Je suis sûr que c'est une histoire d'alchimie. Je suis sûr que c'est le tombeau de Jésus, et on va tout interpréter, on va interpréter tout ce qu'on voit pour valider cette idée fixe. Ouais. Mais on se prive d'autres possibilités, d'autres hypothèses. Et
la difficulté, je trouve, dans l'affaire de Rennes-le-Château, c'est de continuellement avoir une vision d'ensemble. Ben, il y a des boîtes gigognes en fait tout le temps, c'est ça aussi qui fait En qu'on plus. se perd dans des dédales, dans les labyrinthes. En plus. Ouais. Là, il y a les deux Jésus aussi, il y a aussi le sac qu'on peut voir sur la peinture. Qu'est-ce que tu penses Qui est de extrêmement ce curieux. sac? Je n'ai aucun avis, mais c'est extrêmement Est-ce que curieux. c'est celui d'Arsène Lupin? C'est possible, c'est possible. Ouais. Il y a plein de choses comme ça. Mais je ne suis pas. Je suis plus fasciné par les histoires et les légendes qui sont racontées par les personnes qui vivent dans la région que par le décodage d'éléments dans les églises. Je trouve que pour ça, le plus extraordinaire quand même est dans l'ensemble des témoignages et des histoires que l'on arrive à capter quand on passe du temps là-bas. On aura l'occasion peut-être d'en revenir dessus. La question du tombeau dans l'affaire de Rennes-le-Château, je ne peux pas me prononcer. Ce que je vois, c'est que beaucoup de chercheurs finissent par chercher une sorte de nécropole. Ça, c'est vrai que c'est curieux. Mais il y a sans doute une ou plusieurs nécropoles sur Rennes-les-Bas et peut-être sur d'autres communes. Donc, à quel point cette ou ces nécropoles sont-elles importantes? Ça, c'est une très bonne question. Mais oui, c'est sûr que c'est curieux. C'est curieux, les bergers d'Arcadie, le tombeau des Pontilles, tout ça, c'est curieux, mais ça reste de l'interprétation. C'est le problème. Mais l'ensemble est curieux. Et quand on se déplace dans une autre commune, on ne trouve pas cet ensemble d'éléments, cet ensemble légendaire. C'est ça qui me fascine en fait. Moi je viens de la Drôme, du département de la Drôme. J'habite un petit village, mais il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'histoire de cromlech, de tombeaux, de trésors, il n'y a rien. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens dans l'autre, je me dis c'est incroyable cette richesse de légendes et d'histoires, c'est incroyable, c'est fascinant. Alors surtout que justement à Rennes-le-Château, il y a beaucoup de gens reviennent chaque année en fait à Rennes-le-Château comme une quête, alors qu'il y a d'autres lieux aussi qui sont aussi intéressants comme Gisors ou Argigny, et là c'est beaucoup moins connu du grand public. Alors qu'il y a des choses aussi très intéressantes. Alors là on va rentrer sur quelque chose qui est c'est très délicat, enfin, je ne saurais pas comment en parler. On dit souvent d'ailleurs Rennes-le-Château, je préfère dire le Razès, qui est beaucoup plus large et beaucoup plus général. Et c'est vrai que le Razès attire. Alors pourquoi est-ce qu'il attire? Comme le Sabartès avec Montségur, les grottes. Alors un jour j'ai peut-être eu un indice de la part d'un monsieur avec qui j'avais une discussion. Il ne connaissait rien à l'affaire de Rennes-le-Château. Et c'est là que c'est très intéressant. C'est quand c'est les gens qui ont des choses à raconter, n'ont jamais lu l'Or de Rennes, ne se sont jamais intéressés aux histoires de trésors, débarquent ici. Et il me disait, moi j'ai vécu très longtemps non loin du Mont Saint-Odile, où je me sentais très très bien. Oui, il y a le mur païen à côté, le mur païen, le Tainchel, ce sont des lieux très très forts. Exactement, ce sont des lieux forts. Et lui, dans un petit village du Razès, il s'est arrêté par hasard et il a eu une sorte de coup de foudre. Et il s'est dit, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais le Néméide m'a été redonné. Et il a retrouvé cette émotion, cette sensation qu'il avait quand il habitait non loin du Mont Saint-Odile. Et là, tout de suite, j'ai pensé à l'abbé Boudet, à la vraie langue celtique. Et je me suis dit, c'est drôle, parce que il y a quelque chose, il y a comme un trait d'union, ça m'a fait un petit tilt. Et donc, quand on parle de lieux qui continuent d'attirer, où les gens reviennent sans cesse, etc., il y a quelque chose comme ça, en fait. Bien sûr. Il y a quelque chose qui nous dépasse et qui aimante
ou qui fait rester d'ailleurs, parce qu'il y a aussi cette notion, des fois, j'ai aussi interviewé des habitants de Rennes-les-Bains, ils me disaient, c'est un lieu hors du temps, on n'a pas envie de partir, et même pour aller faire des courses à 10 km, on n'a pas envie d'aller faire les courses, on est bien ici. Si je dis, c'est pas qu'ils ne font rien, mais c'est vrai que dès qu'on sort un peu de Custossin, ou qu'on va vers Couza ou Limoux, déjà on est dans un autre... on revient presque à une sorte de civilisation, alors que là on est vraiment dans une bulle autour de Custossin, Rennes-les-Bains, La Château, Vigarache, Camp-sur-Agly, tous ces lieux. La bulle est une bonne... c'est une bulle. Est une bonne image pour définir cette partie de l'Aude. Et Limoux, on est déjà ailleurs. C'est tout à fait autre chose. Il y a plus... C'est vrai. C'est vrai. On est déjà loin, quoi. C'est vrai. Et même quand on y va en voiture, en allant de Limoux à Couza, à un certain moment, on se dit, ça y est. On rentre. Ça y est. Je sais, à chaque fois que je passe, je me dis, ça y est, j'y suis. Voilà. Je suis d'accord. Et je pense à la même chose. Et pour certaines personnes, il y a même une deuxième bulle quand on va à Rennes-les-Bains. Juste avant d'arriver à Rennes-les-Bains, quand on passe entre le Rocco-Negro et le Cardou, c'est pareil, il y a comme une petite bulle. Alors maintenant, on y croit, on n'y croit pas, mais ces notions reviennent souvent dans de nombreux discours. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est quand beaucoup de personnes parlent de la même chose. Il y a aussi Camp-sur-Agly et aussi justement tous ces endroits là où on évoque aussi l'Arche d'Alliance. Dans les anciennes mythologies, il y aurait plein de choses en fait à Camp-sur-Agly aussi cachées. Dont on ne parle pas, c'est vraiment un sujet un peu... L'Arche d'Alliance, le Graal, l'étape d'émeraude, le secret de l'alchimie, une Bible ancienne ou comme les parchemins de Nag Hammadi, enfin des textes apocryphes, le chandelier à cette branche, un trésor... La Ménorah. Donc la Ménorah, un trésor fabuleux. La question que je me pose, est-ce que tout ça... Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Voilà. Est-ce que tout ça peut coexister à Rennes-le-Château en même temps? Je trouve que c'est un peu égocentrique de considérer que tous ces trésors se trouvent à Rennes-le-Château. Mais il est tout à fait possible qu'il y en ait un aussi. Ou deux. C'est possible. Je vois pas... Enfin, voilà. Niveau probabilité, on va pas faire une croix dessus. Mais que tous soient là, je serais très 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 surpris. Mais pourquoi pas? Mais certaines sources disent que les services secrets seraient venus au Camp-sur-Agly, par exemple, faire des recherches. Mais c'est peut-être des rumeurs. C'est-à-dire que quelquefois, certaines personnes, par humour, vont dire « je fais partie des services secrets », et ça se transforme en « les services secrets sont venus ». Alors je ne nie pas que les services secrets soient venus pour X ou X raisons, mais il y a aussi des blagues qui se sont transformées en rumeurs, qui aujourd'hui sont des espèces de vérités, enfin ce sont pas des vérités, puisque voilà, donc... ça demande, ces histoires-là demandent à être vérifiées et revérifiées. Mais c'est comme le mur recouvert juste en face de la piscine de Rennes-les-Bains, qui aurait été recouvert en pleine nuit, qui aurait été muré, quoi. C'est toute une histoire là-dessus aussi. Ça, c'est une histoire... Il y aurait des statuettes d'Isis. Ça, c'est une grosse histoire. Je n'en ai pas été témoin. C'était en 94. C'est une histoire qui est extrêmement curieuse. C'est très bizarre. Et qui mériterait d'être éclaircie. Toutes les recherches qui ont été faites aussi sous la piscine. Donc, alors après justement la montée des eaux en 92, où ils ont pu retrouver certaines choses. Aussi sous la piscine de Rennes-les-Bains. L'ancienne piscine, qui maintenant n'existe plus. Je pense qu'il y a confusion. Sous la piscine de Rennes-les-Bains, il y a une mosaïque qui n'est pas accessible, mais qui est encore présente. Et cette mosaïque a été découverte suite aux travaux qui ont été faits, en fait, par les entrepreneurs. C'est ce que je vois. Mais ce n'est pas en lien, en fait, avec
avec l'inondation. D'accord. Ok. Bon, s'il y a une confusion par rapport à ça, c'était avant ou après, alors, du coup? Après, il y a des histoires pendant l'inondation, il y a des objets qui ont été, qui ont été retrouvés, etc. Là-dessus, moi, je n'ai pas d'informations, je ne sais même pas si c'est vrai. Il y a des rumeurs, des légendes, encore une fois. Il y a même une légende de pièces d'or qui sortaient des égouts à Rennes-les-Bains. Et évidemment, quand j'en ai parlé à Rennes-les-Bains, aux habitants de Rennes-les-Bains, ils ont rigolé haut et fort parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Par contre, l'inondation, elle a été monstrueuse. Oui. On ne peut pas s'imaginer à quel point... On a vu des images, oui. C'était mais vraiment... C'était Apocalypse. C'est ça. Et quelqu'un m'a raconté ce moment-là, d'ailleurs cet été. Il me disait que c'était vraiment très curieux parce que on a vu un drôle de nuage arriver sur la région. Alors drôle de nuage, ça ne veut pas dire que c'était une soucoupe volante déguisée, mais... c'était la société du brouillard qui revenait. Mais dans les événements climatiques, des fois on voit des choses hors normes. C'est vrai. Et ça a été le cas. Et ça a été catastrophique. C'est vrai. Je voulais revenir un petit peu sur... tu avais rencontré aussi Claire Captier et tu as montré donc du service de vaisselle et des assiettes qu'avait la Bessonnière qu'il faisait faire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce Claire fait à Limoges partie. Claire est la fille de Noël Corbu. Oui. Elle s'est mariée avec Antoine, qui lui-même habitait à Rennes-le-Château, et ils ont hérité en fait du domaine et de tous les objets. Et avec le temps, ils ont cédé le domaine, ils ne l'ont pas gardé, mais ils ont gardé certains objets de la Bessonnière. Et c'est vrai que c'est toujours incroyable de pouvoir voir les objets qui avaient été achetés à l'époque par la Bessonnière, parce qu'on se rend compte de certaines petites choses. Et pour moi, dans l'histoire de Rennes-le-Château, le diable est dans les détails. Et quand on voit dans le documentaire cette porcelaine, c'est de la porcelaine qui est fine. La Bessonnière aimait les objets quand même qui avaient un certain prix. Il aimait il les a commandés, il les a fait venir. C'était pas n'importe quoi. Donc dernièrement, je regardais avec eux, ils m'ont montré... ils gardaient toutes les images des plaquettes de chocolat à la fin du 19e siècle. Comme dans les années 80, on avait des images dans le chocolat poulain. Déjà, ça se faisait. Ce sont des très belles images parce que là, c'est pas de l'impression numérique. Et il y en a des centaines et des centaines. Et je me disais quand même, qu'est-ce qu'ils ont consommé comme chocolat. et aussi, alors quand je dis il, c'est la Bessonnière et Marie Desnarnaud, qui était sa... je sais pas comment on peut dire, la dame qui s'occupait de lui. Et aussi, il y avait beaucoup de publicité pour l'alcool, et je me suis fait la réflexion aussi qu'il aimait bien, il aimait bien l'alcool quand même. Mais il aimait bien faire des grandes fêtes aussi, il aimait bien recevoir du monde. Apparemment. Oui, aussi, ouais. Beaucoup de choses, là. Tu parlais du diable dans les détails, c'est intéressant ce que racontait Jean-Claude Debroux sur la légende, justement, du diable avec la bergère, qui aurait trouvé justement un trésor, les 19 millions de pièces d'or. Ça vient d'un livre. Une légende, ouais. La légende vient d'un livre. C'est-à-dire que... dont j'ai oublié... Alors, c'est Labouisse de mémoire. Voilà. Donc, ça vient d'ici. C'est pour ça que... C'est pour ça que c'est intéressant, parce que ça a été écrit, en fait. Ouais. Mais là-dessus, c'est pareil, c'est curieux. Et puis, le chiffre est curieux. Un chiffre précis, ouais. Le chiffre est très précis, c'est absurde. Mais ça installe cette légende d'or autour de Blanchefort. Déjà, à l'époque. Bien avant qu'on en parle. Et pour moi, parmi toutes les histoires, toutes les légendes, tous les témoignages, quand même, le secteur Blanchefort, Cardoux, autour de Rennes-les-Bains,
c'est quand même très 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 curieux. Ouais. Et c'est assez fascinant en fait. Il y a un livre intéressant dont on cite peu finalement, c'est le livre de Louis Fédier, en 1880, sur on va dire un peu les chariots, le transport, Édaé, lié aux Wisigoths, donc la cité des chariots. Est-ce que tu as étudié un peu ce livre ou est-ce que ça t'a intéressé? Qui est un livre novateur en fait. Pour moi. Oui, alors je l'ai lu il y a un certain temps, mais j'ai pas de. Après, quand on lit des livres sur l'affaire de Rennes-le-Château et quand on s'intéresse à l'affaire de Rennes-le-Château, Ouais. c'est intéressant de les relire parce qu'en fait, Ouais. en évoluant dans l'affaire, quand on relit des livres, on dit ah tiens, cet élément-là, je le relis à ça Ouais. et ça m'interpelle. Maintenant, si quelqu'un me pose la question, y a-t-il eu des Visigoths à Rennes-le-Château, je suis absolument affirmatif. Et je ne suis pas historien, je ne suis pas archéologue, etc. Mais j'ai eu l'occasion dans ma vie de voir des petits objets Visigoths et qui ont été trouvés à Rennes-le-Château. Et donc, ça prouve bien qu'il y avait des Visigoths à Rennes-le-Château. Est-ce qu'il y en avait des centaines de milliers? Non, je n'en sais rien. Mais est-ce qu'il y avait une présence Visigoth à Rennes-le-Château? Oui. Oui, c'est ce qu'on peut, on peut dire ça, effectivement. Jacques Chollet, en 59, a eu l'autorisation de faire des fouilles, parce qu'il pensait justement qu'il y avait un ancien temple celte. Mais il a eu quand même beaucoup de problèmes, parce qu'il a été victime d'un attentat, et donc, après il a quand même fait le rapport Chollet. Est-ce que peux-tu nous en dire un peu plus sur ce rapport? Sur le rapport, j'ai pas grand-chose à dire. Sur entre guillemets l'attentat, Oui. Soit c'est un autre chercheur de trésors qui était jaloux. À l'époque, les chercheurs de trésors, quelquefois, ne se faisaient Pas de cadeau. Ouais. pas de cadeaux. Ouais. Soit c'est un habitant du village qui jalousait ces chercheurs qui prenaient trop de place et qui essayait de défendre d'une façon ou d'une autre leur village et voilà et leur patrimoine, je sais pas. L'objectif de tous ces chercheurs, c'était quand même d'aller sous l'église. Hein. Oui. C'était ça l'objectif. Hein. Même Jacques Chollet, l'idée c'était de voir s'il trouvait pas peut-être un passage ou quelque chose. Il a trouvé beaucoup de caches vides. Ça c'est intéressant. Oui. Ce qui voulait dire que déjà il y avait beaucoup de choses qui étaient, qui avaient été on va dire planquées dans l'église et qui avaient été récupérées. Après, non, voilà. Si on avait voulu lui faire beaucoup de mal, je pense qu'on lui aurait fait. C'était peut-être juste un avertissement. Ouais. Sur l'assassinat de l'abbé Gélis, que penses-tu de cette affaire? Est-ce que tu aurais pu avoir une idée de qui pourrait l'avoir tué? Bon, il y a tellement d'hypothèses, mais ça arrive comme un 1er novembre, et puis surtout, ça tombe être mis au rebut. Donc on va sur place, on voit vraiment que le cimetière, il a l'air complètement décharné, sa tombe est là, mais presque elle va s'enfouir. Ils l'ont mis au rebut, je trouve. Non, je pense pas que ce soit lié à l'abbé Gélis. Il y a 2 cimetières dans ce village, un qui est neuf et un qui est très ancien. Évidemment, le cimetière très ancien est... Il y a l'abbé Gélis, je parle de la tombe. Oui, c'est le cimetière qui est très ancien. C'est très ancien, et bon, il est à l'abandon. C'est comme ça. Hein. Mais la tombe a été d'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'association du 17 janvier a rénové la tombe. Hein. Donc, il y a quand même des gens qui essayent de préserver ce genre d'éléments dans l'affaire de Rennes-le-Château pour pas que ça tombe en désuétude, je sais pas, enfin. L'abbé Gélis, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait de l'argent. Ça, c'est très très intéressant. Oui. Il avait vraiment beaucoup d'argent dans son... Et on lui a pas pris dans son assassinat. Et l'argent n'a pas été pris, oui. Ouais. Donc on voit bien que parmi tous ces prêtres, il y avait de l'argent qui circulait et qui sans doute était blanchi. Ou en tout cas, ça avait un but. C'était pas juste de l'argent comme ça. Enfin voilà, c'était pas...
Enfin, je pense pas que... Non, voilà. On voit presque, ouais, que c'est presque comme une mafia d'écureuils, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a quelque chose quand même. C'est vrai qu'on parle beaucoup, on dit beaucoup la Bessonnière, mais non, c'était un groupe de prêtres. Il y avait beaucoup plus. Et c'est pour ça que je parle toujours de vue d'ensemble, parce qu'on a tendance à se focaliser sur un tel ou un tel, mais il y a un groupe de prêtres, ils échangeaient des lettres, ils parlaient des fois de l'argent, mais toujours à mots couverts, sans jamais trop en dire. Donc il y a une notion de secret. Ouais. Bon, s'il y a une notion de secret, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu de louche, quoi. Ouais. Il ne faut pas oublier aussi qu'on était on est dans une époque très particulière. L'Église est sur le point de se séparer de l'État, et ça va se faire. Et on avait beaucoup de milieux légitimistes, monarchistes. Tout ça, ça a aussi une incidence. Hein. Ouais. Alors, qui a assassiné l'abbé Gélis? Je n'en ai aucune idée. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on a des preuves qui incriminent quelqu'un? Aujourd'hui, non. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une enquêtrice de police qui aujourd'hui a réouvert le dossier. Est-ce que ça va permettre de faire avancer les choses? Peut-être. En tout cas, je suis très content de voir qu'il y a des gens qui continuent de s'intéresser. Il y a des archives qui se trouvent sur l'affaire Gélis à Montpellier, il faut aller voir. Et justement, cette enquêtrice a accès à la totalité des archives qui... Voilà, donc... Oui, il y a un dossier qui est réouvert. Ouais, c'est vrai, dessus. C'est intéressant. À suivre. C'est à suivre, ouais. Sur l'abbé Boudet, une chose aussi, c'est qu'il a écrit des livres précédemment qui parlaient aussi de la langue anglaise ou de langue celtique. Donc avant son livre, est-ce que tu as entendu parler ou est-ce que tu as étudié ses travaux? Alors non, je n'ai pas étudié ses travaux. Évidemment, j'ai lu des livres de gens qui avaient étudié ses travaux. Je ne fais jamais de décodage. Et quand je lis ou quand on m'explique des décodages qui ont été faits, souvent des fois c'est vrai que c'est curieux, des fois c'est surprenant, mais je reste très prudent. Mais toute l'histoire autour de l'abbé Boudet est quand même extrêmement curieuse et c'est là aussi un des nœuds de l'affaire. Pour moi, de toute façon, je trouve ça beaucoup plus intéressant, Rennes-les-Bains et l'abbé Boudet et les mystères autour de tout ceci. Je trouve ça plus intéressant que l'affaire de Rennes-le-Château. D'accord. Ouais. Mais il y a aussi d'autres églises comme à Saint-Sulpice. À Paris, on peut faire des liens en fait entre plusieurs églises. Il y a Sougraigne, il y a donc Saint-Sulpice, et même on peut relier presque certaines choses à Gisors. Qu'est-ce que tu penses de ces liens qu'il y a entre plusieurs endroits? Tu en parles d'ailleurs de Saint-Sulpice. C'est Pierre Plantard, il me semble, qui est parmi les premiers à lier Saint-Sulpice et l'affaire de Rennes-le-Château. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur le méridien de Paris. Et ça, dans l'ensemble, cette histoire est une histoire de coïncidence. C'est pas pour rien que Charot s'y intéressait, peut-être. Mais est-ce vraiment... C'est là la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une coïncidence? Il y a des liens qui sont curieux. Et quand on commence à suivre des fils rouges, vraiment, on est surpris par l'ensemble de coïncidences qui nous ramènent à une sorte d'ésotérisme qui est lié à la France et à des choses qui m'échappent complètement, mais qui sont passionnants. C'est passionnant parce que là, on est obligé de se plonger dans les coulisses de l'histoire. On est obligé de se plonger dans l'ésotérisme. Et souvent, quand on commence, on n'y connaît rien. Donc, on découvre tout un univers qui utilise des codes ou qui utilise des choses qu'on peut détourner et qui ont des fois un double sens. Mais voilà le piège aussi, c'est qu'on peut lire ce qu'on veut quand on lit tout à double sens.
et on peut aller là où on veut. Donc c'est le grand piège aussi de Rennes-le-Château. Hein. Ça peut être une toile d'araignée, et ça peut être très très compliqué. Ouais. Justement, que penses-tu du livre d'Alain Féral, justement, La clé du royaume des morts? Dino Sandry considère que c'est un livre extrêmement important qui mérite d'être décodé. Ouais. Je n'ai pas ces compétences, donc ce ne sera pas moi qui le décoderai. Par contre, je suis admiratif de l'art graphique d'Alain Féral. Pour moi, c'est absolument magnifique. C'est magique, quoi. C'est vraiment magique. Mais il y a tout un travail, en plus c'est un grand livre, c'est vraiment très très beau, quoi. C'était un grand artiste, et la maquette qu'il a faite, ses dessins, ses livres, non vraiment, je suis vraiment épaté par tout le travail d'Alain Féral. Ouais. Non, c'est vrai que c'était quelqu'un un initié, hein. Il savait où il allait. Et je pense que son travail mériterait d'être plus connu. Ah oui, c'est sûr. C'est pas assez connu. Mais bon, ça c'est... Il y a aussi, on parlait des sociétés secrètes, le Serpent Rouge. Alors, tu en as parlé aussi dans le DVD, donc à la place Saint-Sulpice à Paris, où justement on retrouve ces personnes assassinées, pendues. Tu peux en parler en 67. De mémoire, les 3 personnes... Il y a Gaston de Cocker, Louis Saint-Matan et Pierre Fougère. C'est encore une astuce. Ouais. C'est-à-dire que, alors, de mémoire, le document qui a été déposé à la BNF a été antidaté. Ce qui permettait de faire croire qu'en fait, les 3 personnes décédées avaient un lien entre elles, alors qu'en fait, c'était quelque chose de... C'était le hasard, en fait, et en voyant ce hasard, Pierre Plantard s'est jeté dessus, et voilà. C'est ce que je pense aujourd'hui, hein. Si demain on me prouve le contraire, je suis prêt à changer mon point de vue. Oui. Mais pour moi, ça reste une manipulation de Pierre Plantard. Il ne faut pas y voir quelque chose de... Il ne faut pas y voir une société secrète avec un meurtre, un triple meurtre initiatique, etc. Non, là-dessus, non, je pense pas. Alors justement, à ce propos, même du prix Érudition, Jean-Luc Chamaille a beaucoup étudié, c'est presque un des premiers justement qui en a parlé dans Charivari, donc les archives du prix Érudition. Donc est-ce que tu t'étais intéressé au travail qu'il a fait d'enquête, de recherche aussi, qui est éminent aussi dans l'affaire de Rennes-le-Château. Jean-Luc Chamaille a quand même fait beaucoup de choses au début, en tout cas. Non, là-dessus, j'ai rien à dire. Jean-Luc Chamaille, c'est quelqu'un qui a été en contact avec Pierre Plantard, qui a été en contact... qui était journaliste. Qui était là au cœur de l'affaire, et à qui on a donné des éléments. Pierre Plantard lui a donné des éléments, hein, des papiers. Donc il était là, donc c'est le mieux, enfin il est bien placé pour pouvoir dire ce qu'il en était à ce niveau-là. Moi, je puise mes connaissances dans des livres, et ça ne veut pas dire que c'est vrai, donc voilà. Ouais. Et c'est aussi Paul Roulel qui a parlé justement du rôle important aussi du prévention et toute l'instrumentalisation qui a pu y avoir aussi. Je ne veux pas parler pour Paul Roel, qui est un monsieur... il est dans ton DVD aussi. Voilà, c'est un monsieur qui est très respectable. Chose intéressante, un canular fait par des femmes. D'accord. En l'occurrence, Sophie de Sède, oui. Anne-Léa Eisler. Mais bon, c'est pareil, c'est une idée très intéressante, ça mériterait d'être creusé, et puis il faudrait que ce soit sourcé, prouvé, etc. Et puis quand on dit canular, où s'arrête le canular? Puisque de toute façon, dans l'affaire de Rennes-le-Château, les églises étaient là bien avant l'heure de Rennes, donc ça n'enlève rien aux bizarreries que l'on trouve dans les églises du Razès, et surtout, ça n'explique pas la dimension fantastique, la couche fantastique qui est aujourd'hui sur le Razès, et qui est à l'origine de tous ces témoignages
très curieux sur des apparitions, des rencontres, alors je sais pas comment appeler ça, des sortes d'hallucinations auditives, ou des sauts dans le temps, par exemple des gens qui pensent qu'il s'est passé 5 minutes mais il s'est passé 2 heures. Ouais. Des témoignages de personnes qui traversent un village et qui sont persuadées qu'ils ont traversé une fête médiévale alors qu'il n'y avait pas de fête médiévale dans le village. Comment expliquer tout ça? Et moi, mais comment André Goudonnet, une fois qu'il y avait dans une forêt autour, là, il trouvait un grand trou, puis le lendemain ils sont revenus, il n'y avait plus de trou. Exactement. Il avait disparu. Au même endroit. C'est avec Jean-Michel Pousse. Il avait vu ça. C'est vrai. Très bizarre cette histoire. Il le raconte, il le raconte mieux, il le racontera sans doute mieux que nous. Mais c'est vrai qu'il n'est pas le premier à raconter. Au départ, qu'on entendrait, même Chris Darkis disait ça, des fois on n'entendait pas, on s'arrête et on entendait des choses qui. Mais on voit pas. Des synchronicités bizarres aussi. Les gens se rencontrent au bon moment. Il y a aussi un égrégore, comme dit Chris. Autour de Rennes-le-Château, où c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ego et on peut devenir un peu fou parfois. On peut devenir. Ça peut être dangereux, Rennes-le-Château. Pour les égrégores qu'il y a, en fait. Anciens. Ce qu'il y a dans le Razès, je ne sais pas si c'est un égrégore, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est vrai que ça nourrit. C'est un peu comme une pieuvre, on est attiré. Les gens du monde entier viennent à Rennes-le-Château. Il y a l'attirance quand même. On revient tout le temps. Oui, ça aimante, c'est sûr. Ouais. Et ça nourrit en fait les personnes qui sont sensibles. Ouais. Mais ça peut aussi nourrir la faille. Donc si on est une... Oui, c'est vrai. Il faut être en bonne santé pour aller à la château. Mentale et physique. Exactement. Parce que... on peut vite s'y perdre. Voilà. Dans les dédales. Et c'est le piège. C'est aussi c'est un vrai, piège. C'est un piège. Donc il y a des gens qui ont... D'ailleurs, il y en a qui partent dans la château, on n'entend plus parler. Quoi. Ils veulent arrêter tout travail dessus. Il y en a qui font une... Effectivement, il y en a qui sont en rupture. Ouais. Il y a des gens qui pètent un câble aussi. Ouais. Et alors, bon, ça se manifeste sous des formes différentes. Hein. Mais il y a vraiment des gens qui... bon, alors après aussi, dans l'ensemble, tout ce qui est bizarre, ésotérique, fantastique, des fois ça attire des gens qui sont un peu faibles psychologiquement. Ou un petit peu, je veux dire, plus instables. Voilà, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est curieux, il est très difficile de poser des mots dessus, mais c'est vrai que c'est de l'ordre de l'indicible. Ouais. Et ça, je trouve ça fascinant. Bien sûr. Il y a des gens, je pense, qui ont des expériences religieuses à Rennes-le-Château. Quand je dis religieux, c'est pas forcément lié à leur religion, mais oui. C'est lié à quelque chose qui nous dépasse, mais évidemment qu'ils vont pas trop en parler. Mais il y a aussi des histoires complètement dingos. Mais quand je dis des histoires dingos, je ne traite pas les gens de dingues, parce que il faudrait vraiment être sur place pour comprendre, mais il y avait je connaissais l'histoire d'une fille qui communiquait avec les extraterrestres par les cheveux, dans la région. Dans une yourte. D'accord. On dit que les cheveux longs sont sujets à la communication. C'était Maria Orsic qui était en communication. Ceci peut expliquer cela. Il y a une chose intéressante dont évoque Christian Doumergue aussi, c'est le parallèle qu'il y a entre l'abbé Gillard de Brocéliande, de Trèves-en-Rantoc, donc qui a fait une église aussi particulière, et l'abbé Saunière, comme s'il y avait une tradition initiatique particulière. Je ne sais pas ce que tu en penses. Jean Marcal a rencontré cet abbé. Bien sûr. Et je pense qu'il faut relire ses livres si on s'intéresse à ce sujet, parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Encore une fois, de mémoire, ça reste à prouver. Il me semble qu'il dit quelque part que cet abbé avait visité l'église de l'abbé Saunière et ça l'avait inspiré. Bon, maintenant, ça reste à prouver, hein, encore une fois. Tout ça, ce sont que des paroles. Oui. Mais voilà, je pense qu'il faut relire les livres de Jean Marcal là-dessus si on s'intéresse. C'est très intéressant, cette histoire, bien sûr. Ouais. Alors, il y a une personne que tu avais rencontrée, c'était Henri Mariou,
qui voulait t'en dire plus. Il t'a dit, en fait, tu reviendras. Mais bon, il est décédé avant, malheureusement. Donc, t'as jamais su ce qu'il aurait voulu dire. Ne pas dire. Malheureusement. Henri Mariou était un enfant du pays. Ouais. Un monsieur ancien pilote de l'air avec un caractère très dur. C'était vraiment une sacrée personnalité. Hein. Le pilote, on l'appelait. Voilà. Et est-ce qu'il voulait m'en dire plus? Il était... Je dis pas ça méchamment, mais quelquefois il était confus dans ses propos. Et c'est vrai que j'avais cette impression qu'il voulait m'en dire, mais il voulait le dire, il voulait pas le dire en même temps. Donc il y avait une sorte de confusion. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a autour de Rennes-le-Château un lieu où est rentrée la Bessonnière et où il s'est servi, où il a trouvé des objets qu'il aurait revendus. Henri Mariou, j'avais l'impression qu'il laissait entendre que des gens du coin savaient aussi où était ce lieu. Alors, est-ce que ce lieu est sans doute bouché aujourd'hui, hein, inutile de battre la campagne pendant 5 ans pour essayer de le retrouver. Il y a eu tellement d'effondrements que de toute façon, même si on trouvait l'entrée, peut-être que 3 mètres plus loin ce serait effondré, et même si on arriverait à passer les 3 mètres, peut-être que 6 mètres plus loin ce serait effondré. On n'imagine pas à quel point ça a été, en 100 ans, bien sûr. C'est plus la même histoire. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, oui, il y a des enfants du pays qui savent encore des choses, ou qui savaient des choses, ou qui savent des choses de leur grand-père, etc. La tradition, quand même, c'est de ne rien dire. C'est-à-dire, est-ce que tu as pu avoir accès à certaines choses nouvelles, là? Enfin, peut-être tu peux pas tellement en dire, mais certaines choses qu'on t'a dites, quoi, récemment. J'ai accès tout le temps à des choses nouvelles, mais parfois je suis très enthousiaste et 1 an plus tard je me dis oh là là, non mais c'était une impasse, pourquoi je suis allé là-dedans. Donc ça c'est propre à l'affaire. Alors c'est pour ça que je ne vais pas dire oui, voilà. Quand on enquête sur l'affaire de Rennes-le-Château, je pense que l'enquête évolue. Et aujourd'hui, je dirais que il y a quand même quelque chose qui est lié à l'alchimie dans la région. Ça, c'est quelque chose qui... J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais maintenant, j'en suis persuadé. Il ne faut pas oublier que dans un rayon de 50 km autour de Rennes-le-Château, on a quand même des mines. Oui. Et dont certaines... on extrayait de l'antimoine de certaines de ces mines, de certains puits d'extraction. L'antimoine était envoyé à Paris. Même à Lette-les-Bains, il y a une mine particulière, c'est intéressante. Il y a des mines partout, de toute façon, dans les Corbières, évidemment. Mais même les sources de Rennes-les-Bains renvoient à l'alchimie, d'une certaine façon. Mais l'église aussi de la Bessonnière, parce qu'on pourrait évoquer que le diable, c'est le feu, il y a l'air et l'eau. Les salamandres, sont typiquement un symbole qui est lié à l'alchimie. Donc... il y avait Nostradamus, peut-être. Il y avait peut-être Nostradamus qui était présent. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Nostradamus, c'est pareil. Ça reste une légende, on n'a pas de preuves. Il n'y a aucune source historique, il n'y a aucun texte. Il n'y a rien. Il n'y a rien que... Un jour, quelqu'un dit les grands-parents de Nostradamus ont habité cette maison à Lette. Mais en se basant sur quoi? C'est le petit-fils de Plantard. Je rigole. Donc, moi, j'invite les enquêteurs ou les passionnés ou les curieux à essayer de rester prudents et à essayer de toujours comprendre d'où vient l'information. Et peut-on la sourcer historiquement? Par contre, les médaillons, juste pour revenir à l'alchimie, les médaillons de l'église de Brénac, ça me paraît plutôt clair. Et l'excellent ouvrage sur Notre-Dame de Marseille. Oui. Avec un C. Oui, c'est une église alchimique complètement, Notre-Dame de Marseille. C'est tous ces codes qu'il y a dans cette église, c'est incroyable. Voilà. C'est vrai. Donc l'alchimie a une part importante dans le rasage. C'est ciel étoilé qu'on voit bleu avec de l'or dans les églises. On le retrouve ça dans l'Aude particulièrement, on le retrouve pas spécialement ailleurs.
ces ciels étoilés bleus, comme ça, qu'on peut voir à Campagne-sur-Aude, qu'on peut voir dans l'église de Rennes-les-Bains ou Notre-Dame de Marseille. Il faudrait pour ça consulter un historien de l'art qui soit spécialisé dans les églises, parce qu'il y a peut-être une explication plutôt rationnelle. Moi, c'est spécifique à l'Aude, hein, je dirais plus. C'est possible, c'est possible. Ouais. Ou aux Pyrénées, peut-être. Oui, Mais sans être alchimique particulièrement. En tout cas, il y a une spécificité locale. Alors, juste pour terminer avec l'alchimie, c'est Christian Attard qui a fait un excellent ouvrage sur Notre-Dame de Marseille et l'alchimie, et qui propose des études très sérieuses, très rigoureuses et passionnantes. Et de toute façon, à la bibliothèque de Narbonne, si je ne me trompe pas, ou de Carcassonne, il y a des anciens... alors comment je dirais, je ne sais pas si on peut dire des parchemins ou des papiers, enfin peut-être des parchemins alchimiques qui sont gardés et qui appartenaient à des nobles de la région. Donc on voit bien que de toute façon l'art alchimique était présent ici dans le Razès. Voilà, pour ce côté-là. Mais c'est pareil, je pense. Mais c'est pour ça que je parlais de la Société du Brouillard aussi, qui était liée à l'alchimie, à Lyon et tout ça, enfin toute cette... Ça reste très intéressant, la Société du Brouillard. Dont parle Jean-Pierre Montal aussi, de cela. Carrément. Il est, à Lyon, il y a quelque chose aussi d'intéressant à mettre en parallèle avec le château, peut-être. C'est possible, mais c'est comme le Plessis-Bourré, le château du Plessis-Bourré. C'est possible. Ouais. Alors il y a une chose intéressante aussi, c'est toute l'affaire donc avec Antonin Schwab, donc avec Aronnax, et cette femme que tu as eue en interview, donc qui l'aurait connue à l'époque. Est-ce que tu peux nous évoquer un peu le sujet de... Alors, par quoi on commence? Schwab. Qui est Monsieur Schwab? Ouais. Pour Aronnax dans le DVD, et toujours actuellement peut-être, il soupçonne un entrepreneur de Toulouse. Ça lui paraît logique. Alors, c'est une logique... comment dire? En fait, Aronnax est un ancien policier. Donc c'est sa logique d'enquêteur policier qui l'a amené sur ce nom. Ça lui paraît probable. Est-ce que c'est pour autant vrai? Là-dessus, moi je n'ai pas la réponse. C'est à chacun de se faire son idée. Pour d'autres personnes, ce serait un Schwab qui, de mémoire, aurait habité Anvers, et qui aurait acheté les bijoux de la Bessonnière. Et là, on tombe dans le secret de la Bessonnière, c'est-à-dire qu'il aurait trouvé des objets religieux, il les aurait fait dessertir et il les aurait fait ressertir en objets profanes pour pouvoir les revendre. Ce qui est scandaleux, puisque en fait, du point de vue par exemple de Marie Desnarnaud, qui était très pieuse, c'était un scandale absolu de toucher à des objets comme ça qui... C'est peut-être pour ça qu'elle a brûlé la liste des trésors de l'évêché, selon cette femme que tu as eu en interview. Ou c'était parce que il fallait pas que ça se sache, peut-être. Alors, cette femme, elle s'appelait Josette, et selon Josette, Marie Desnarnaud a brûlé la liste des trésors. On ne sait pas si c'est la vérité. Oui. Je crois qu'il y avait une liste des trésors. Est-ce que cette liste a été détruite? Ça, c'est une bonne question. Malheureusement, on n'a aucune photo de cette liste. On n'a que la parole de cette dame. Est-ce qu'elle mentait? Je ne pense pas. Parce qu'en fait, même si dans le DVD, ça reste 10-15 minutes, il y a eu de nombreux entretiens avec Aronnax, avec d'autres personnes, et moi je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, et je l'ai vu une fois de visu, et ça c'est dans le DVD. Ce qui est intéressant, c'est que quelquefois on me dit, oui mais cette dame, elle avait pour habitude de mentir. Ah, d'accord. Et ce à quoi je réponds, mais oui, mais si vous mentez à quelqu'un, quand vous lui demandez quel était le trésor de la Bessonnière,
vous allez raconter quelque chose d'extraordinaire, une légende extraordinaire. Vous allez dire, mais oui, il avait trouvé 9 millions de pièces d'or, il avait trouvé la Ménorah, etc. Enfin, mais elle, c'était tout le contraire. Quand je lui disais, mais qu'est-ce que c'est que le trésor de la Bessonnière? Alors, quel est le secret? Surtout qu'elle disait au départ, il n'y a pas de souterrain, il n'y a rien du tout. Puis tout d'un coup, une phrase s'échappe, il venait acheter les choses du souterrain. De toute façon, là, c'est très intéressant. Il faut repartir depuis le début avec l'histoire de Josette. Aronnax était en contact avec elle. Il avait son numéro de téléphone. Il m'a donné son numéro de téléphone. J'ai essayé de la joindre plusieurs fois. Je n'y suis jamais arrivé. Au bout de 3 jours, je lui ai dit, c'est bizarre quand même. Sa ligne est occupée constamment. Il m'a dit, tu sais, son adresse est dans les pages blanches. Donc, essaye de voir si tu peux aller la rencontrer. C'était à 100 km de là où j'étais. J'y suis allé comme ça, sans prendre rendez-vous. Elle ne savait pas que je venais. J'ai réussi à la rencontrer avec beaucoup de difficultés. Il n'était pas facile d'aller chez elle, mais bon, à force de sonner aux portes, on a fini par m'ouvrir. Et là, Aronnax la connaissait, et donc c'est par cette manière, je lui ai dit, je connais ce monsieur que vous connaissez, et elle lui avait promis de lui donner l'agenda 1907 du tout Toulouse. Et parce que qui appartenait à la Bessonnière. Donc c'est vrai que j'avais dit à Aronnax, si j'arrive à la rencontrer, je te ferai passer l'agenda. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que je lui voilà. Et donc on a sympathisé. Elle m'a invité à prendre le thé et on a discuté pendant 3 heures. Elle a été très 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 gentille. Mais quand je lui disais, parce qu'en fait qui c'était cette dame? C'était la petite fille de la sœur de la Bessonnière. Et elle habitait à Couisa, elle allait se réfugier dans le domaine de la Bessonnière. Celui-ci était décédé à cette époque, il n'y avait que Marie Desnarnaud, et Marie Desnarnaud, qui n'avait eu jamais d'enfant, avait une affection particulière pour cette fille, qui avait à l'époque 14 ans. Donc, elle montait à pied de Couisa à Rennes-le-Château, elle prenait les chemins là, de pierre, les chemins de terre, pardon, et elle faisait ses devoirs dans la tour Magdala. Elle fouillait la tour Magdala. Au bout d'un moment, elle connaissait l'histoire du trésor par cœur. C'était une histoire qui était évidemment racontée dans la famille. Donc elle s'est dit, s'il y a un trésor, il doit y avoir des indices. Et là, elle s'est mise à fouiner, et elle a fouiné derrière les meubles, et elle aurait trouvé des papiers. Elle aurait aussi trouvé un tiroir secret dans le bureau de la Bessonnière. Malheureusement, ce bureau a été vendu par Antoine Captier, et du coup, on n'a jamais pu vérifier si effectivement ce bureau avait un tiroir secret. Ça nous aurait donné un indice sur la véracité de ses propos. Et en fait, voilà, selon les personnes, quelquefois elle disait, voilà, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, puis des fois elle disait, non, j'ai rien trouvé, c'est n'importe quoi, etc. C'était selon l'interlocuteur. Donc quand moi je l'ai rencontré, je lui ai dit, quel est le secret de la Bessonnière? Elle m'a dit, et le secret, c'est qu'il écrivait à des gens qui avaient de l'argent, il disait qu'il était pauvre, qu'il était vraiment en difficulté, et il recevait des mandats. Point barre. Voilà. Et quand j'ai creusé l'histoire, c'est dans le DVD, c'est dans le film, L'abbé, le diable et les chercheurs, au bout d'un certain moment, elle s'est trahie, parce qu'elle a parlé du souterrain, et elle l'a fait 2 fois. La première fois, je ne l'ai pas enregistré, la deuxième fois, je l'ai enregistré. Et j'ai vu dans ses yeux qu'elle s'était trahie, j'ai vu qu'elle était embêtée. Ça se voit, et quand on le vit, ce moment-là, au point où même j'étais dans une situation extrêmement embarrassante, parce que j'étais mal pour elle. Mais elle l'avait dit. Donc, pour moi, tout à coup, l'histoire du souterrain devenait quelque chose d'extrêmement vraisemblable, d'autant plus qu'il ne faut pas l'oublier, ça se recoupe avec l'histoire dite par Madame Pauline Olive, à qui Marie Desnarnaud s'était confiée, et Madame Pauline Olive, c'était la tante d'Antoine Captier, et c'était elle-même, elle avait fini par se confier rapidement à Antoine Captier en disant, oui, bon, le secret de la Bessonnière, oui, voilà, il a trouvé un stock d'objets qui appartenait à un stock d'objets religieux, et puis il a pioché dedans, il les a revendus, et puis un jour, le souterrain s'est effondré, et il n'a pas pu de nouveau accéder à ce souterrain, et Marie a dit, c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que... très croyante, oui. Et puis, c'est pour ça que quand Marie dit, vous marchez de l'or, mais vous ne le savez pas,
eh ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, sous vos pieds, il y a quelque chose, il y a des richesses. Mais en plus, ce souterrain aurait pu aller jusqu'à Custosa. Peut-être, si tu es une légende. Je ne suis pas certain que ce souterrain aille jusqu'à Custosa. Je pense qu'il y a plusieurs souterrains autour de Rennes-le-Château qui ont eu des fonctions diverses. Il est intéressant de noter que quand Rennes-le-Château a été assiégé, le châtelain de l'époque s'est échappé et on n'a jamais su comment. Bon, bah voilà, de toute façon, les souterrains existent et il y en avait à Rennes-le-Château. Ils ont été bouchés et celui-ci est particulier. Moi, je pense que c'était une sorte de coffre-fort. Là-dessus, je rejoins Paul Saucé. Un lieu sécurisé, je ne sais pas comment, où on pouvait entreposer des objets ou des choses et les récupérer quand c'était le moment venu. Et c'est ce qu'aurait fait peut-être Monseigneur de la Crotte de Chanterac quand il a fui à l'Aigle-les-Bains et qu'il ne pouvait pas emmener avec lui tous ces objets. Donc l'histoire veut qu'avec 6 charrettes, il soit venu déposer, non loin de Rennes-le-Château, tous ces objets. Bigoud aurait été au courant et il aurait peut-être laissé des indications, des indices ou... Les chariots de Rédaé. Les fameux chariots. Il aurait laissé des explications cachées dans l'église de Rennes-le-Château et l'abbé Sionner, en faisant les rénovations de l'église, serait tombé sur ces papiers. C'est possible, effectivement. Et ça paraît logique. Ouais. En ces temps troublés autour de la Révolution, les ecclésiastiques fuyaient leur village, leur commune, et ne pouvaient pas emporter toute leur richesse avec eux. Ouais. Mais il y a un lien aussi, dont parle Michel Vallet, avec l'Aigle-les-Bains aussi. Il y a quelque chose aussi à creuser là-bas aussi. Mais Monseigneur de la Crotte de Chanterac venait d'Aigle-les-Bains. Voilà. Effectivement. Il était le dernier évêque d'Aigle-les-Bains et c'était le plus petit évêché de France. Sur quoi travailles-tu en ce moment, du coup un autre DVD Je travaille sur la suite, et la suite, ça sera sur Rennes-les-Bains. D'accord. Et ensuite, je m'éloignerai du Razès tout en continuant à tirer justement des fils d'Ariane. Et j'irai visiter Etretat et Paris. On va, ça n'est pas. Exactement. Voilà. Et c'est parce que j'ai trouvé des choses qui m'interpellent et je me suis dit, ça ferait une chouette histoire. Voilà. Donc, la suite est en cours de tournage. Mais ça me prend du temps, ça me prend beaucoup de temps. Mais j'en ai tourné déjà pas mal. D'accord. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou quelque chose que tu voudrais dire particulièrement sur cette affaire ou sur Rennes-le-Château, ce que tu veux? Rennes-le-Château, c'est aussi une histoire d'amitié, c'est une histoire de rencontre. Et il est vrai que quand on commence à passer un peu de temps là-bas et qu'on commence à discuter avec des personnes, on se lie d'amitié, oui, avec des gens avec qui on partage certains centres d'intérêt. Et ça, c'est vraiment... Ça fait partie des choses qui comptent dans l'affaire de Rennes-le-Château. Ça, c'est ce que je trouve, c'est l'une des facettes les plus appréciables de cette histoire. Alors, il ne faut pas l'oublier. Voilà, il y a des histoires il y a des légendes, il y a des histoires de trésors, il y a même des histoires fantastiques, il y a plein de choses, mais il y a ces histoires d'amitié, c'est ce qui me fait aussi revenir dans le Razès. Concernant l'affaire de Rennes-le-Château, c'est évidemment une histoire de trésors, une histoire de légende, une histoire d'histoire avec un S, mais c'est aussi
est avant tout une histoire humaine, des rencontres et des amitiés. Et c'est l'une des plus belles facettes de l'affaire de Rennes-le-Château, le côté humain. Ok. Eh bien, merci Philippe pour cet entretien, avec plaisir, et puis on se retrouvera pour un prochain volet lors de la prochaine sortie. Merci à toi, Voilà. à bientôt. À très bientôt.